Poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Bonjour à vous, bonjour à tous, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à l'écoute de votre magazine sabbatique Honneur et fidélité, la vitrine des forces de défense. Signor Wantofissa, good afternoon. Bon après-midi, mon adjudant-chef. Good afternoon, dear listeners and fellow combatant arms. It is always with a lot of delight that we welcome you as usual to the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honneur et Fidélité. The program that informs, sensitizes and educates the public on issues concerning the Defense Forces and the activities of the High Command. Installation des chefs de division régionale du secrétariat d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre. La caravane était à Ebolova, Douala et Yaoundé cette semaine. Semaine camerounaise de lutte contre le VIH-Sida, l'armée était de la partie à travers des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuits. Focus on today's edition will be on two main items. That is, the installation of newly appointed regional divisional delegates of the Secretariat of State in charge of ex-servicemen and war victims, and the sensitization campaign on HIV/AIDS that was organized by the 1st Military Health Region and the 1st Military Health Sector in collaboration with partner organizations to mark the commemoration of World AIDS Day come Sunday, the 1st of December 2013. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, le premier maître Lucien Nyebelebolo, les maréchaux des logis-chefs Ivan Assangale Malem et Emmanuel Tatawolowa, le second maître Estelle Gisèle Yonke et corporal Enombey Assek. Deux invités, le lieutenant-colonel Louis Onambele du régiment d'artillerie sol-sol de Nkonsamba, qui nous parlera de la fête que les artilleurs s'apprêtent à faire à Sainte-Barbe, leur sainte patronne, et Honoré Jean Peña pour l'impact de la coopération militaire camerounaise sur la sécurité nationale. Un correspondant, le colonel Tomatio, sur la sortie de terrain que vient d'effectuer dans les alentours de la ville de Douala, le bataillon de commandement et de soutien numéro 2. Prise de son, montage et mixage de ce programme, sergent Paul Salvador Njenzana. À ce microphone de présentation, Senior Warrant Officer Kwe Michael Gay. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massogi. Après la musique, la suite. En prélude au détail de ce magazine, voici l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. Bon après-midi, mon colonel. Bon après-midi, mon adjudant-chef, fidèles auditeurs d'Honneur et Fidélité. Merci de nous recevoir sur le poste national de la CRTV. Un éditorial, un thème, celui de cette semaine. Nous parlerons du millénaire. Le troisième, il me semble. Tout à fait. Le troisième millénaire a été distinctement appréhendé comme un tournant de l'histoire, surtout sur le plan technologique. Ce millénaire est apparu aux yeux du commun des mortels comme la révolte de la science qui s'imposait devant l'obscurantisme, l'analphabétisme et l'analogisme. Fondamentalement, l'homme serait resté dans une philosophie de développement de la science comme vecteur de promotion de la vie. Mais très vite, le développement effréné de la science a engendré les dérapages sur le plan éthique, censés pourtant circonscrire les axes d'emploi et fertiliser les champs d'action au mieux des intérêts de l'humanité. Le moins que l'on puisse dire est que le développement scientifique qui aurait enregistré une progression inégalée a visé plutôt à bouleverser les échelles de valeur et de grandeur, embarquant dans sa révolution des esprits vulnérables. Comment embrigader aussi vite les âmes pour une cause perdue, alors que le vrai business caché sous le réarmement idéologique s'est trouvé fondé ailleurs? Comment faire pour échapper à la consommation de la propagande publicitaire qui nous martèle à longueur de journée? Les TIC, qui sont les supports convaincants de cette entreprise de propagande, ne discriminent pas leur proie pour autant. Et chaque jour, nous sommes les victimes collatérales de cette offre idéologique. D'autres marqueurs nous effarent en ce début de millénaire. Le temps. Le temps s'est vertigineusement rétréci grâce à la vitesse,
L'homme s'est approprié de la gestion de son information, ainsi il a mondialisé interactivement sa communication, l'espace lui-même s'est subitement défrontiérisé avec la difficulté de maintenir une souveraineté héritée du sacro-saint principe de l'État-nation. Une difficulté favorisée par les mixités culturelles, les intérêts économiques groupusculaires, la colonisation hégémonique de l'audiovisuel devenue une arme de destruction, jouant dans l'harmonie des influences. Des influences bien menées au nom de l'universalisme, ceux des droits de l'homme ou de l'émergence d'une communauté internationale à géométrie variable. Des questions internationales trouvent en ce creuset l'expression très volatile des alliances, même si la consonance universaliste n'a en réalité de profil que l'assujettissement. La science sert aujourd'hui une société déréglée, qui ne limite aucune action dans son spectre de prédilection. C'est comme ça que l'on devient stratège militaire à force de se délecter devant les fictions, passant par un Rambo qui, à lui tout seul, combat toute une armée, ou pourquoi pas, médecin spontané, allant jusqu'à viser des ordonnances motivées par la détection de similitudes symptomatiques qui décident un pauvre crédule à avaler des comprimés souvent contre-indiqués pour sa pathologie. En prime dans le partage transparent de la mondialisation, rien n'est plus tenu au secret, ni ce que nos parents nous avaient appris à cacher pudiquement, au nom de la mode très contaminatrice et intercontinentale, ni encore moins le secret militaire ou alors les lectures des courriers diplomatiques autrefois protégés du sceau confidentiel. Tout est prostitué au profit d'une architecture savante et souterraine qui prospecte le monde dans ses diversités et s'en approprie le contrôle. Qui gouverne cette mondialisation? Car de manière récurrente, les amis d'hier deviennent les ennemis de demain, car au gré d'une nuit ayant porté conseil, l'on peut se retrouver très seul dans une action qui faisait pourtant l'unanimité. Notre vision est le moins du monde pessimiste, car la science, la vraie, celle qui met un esprit à l'objet, un sentiment à la création, est productive, mais par le seul lien de la morale. Cette morale qui creuse avec humilité son essence dans l'expérience de l'humanité au long des siècles. Quelqu'un disait, mon colonel, que le monde s'effondre. Croisons les doigts que cette déclaration ne va pas se réaliser. Chinua Achebe. Merci. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour. Après Ebolova dans la région du Sud, où il a procédé en tout début de semaine à l'installation du colonel Awe Anocha Francis comme chef de division régionale des anciens combattants et victimes de guerre, Kumpa Issa, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé justement des anciens combattants et victimes de guerre, et sa délégation se seront déportés vers Buea dans le sud-ouest et Douala dans le littoral pour des cérémonies similaires. Le périple entamé lundi a connu son point terminal hier vendredi sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. As you rightly said, Senior Warrant Officer, the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of ex-servicemen and war victims, Kumpa Issa, is now back on his desk after installing 10 regional division heads in the 3 joint military regions of Cameroon. Our man on the beat, Corporal Enombe Asek, covered the last 3 installations in Buea, Douala, Yaoundé, and brought back the following details. The Secretary of State to the Minister of Defense in charge of ex-servicemen and war victims, Kumpa Issa, has rounded off the commissioning of Pioneer Regional Division heads for the State Secretariat in charge of ex-servicemen and war victims in Buea, Douala, and Yaoundé on Wednesday, Thursday, and Friday, respectively. During the occasions, Mr. Kumpa Issa made the 55-year-old Colonel Fosso Moise, 51-year-old Colonel Hakasu Paul, and the 55-year-old Colonel Akono Vondobil to understand that they have no troops to command but civilians to serve, since they are in charge of coordinating matters that concern ex-servicemen and war victims in their areas of jurisdiction. He told the 2 infantry and gendarmerie officers that they are responsible for the implementations of government programs geared towards putting smiles on the faces of the ex-servicemen and war victims. It should be recalled that Colonel Fosso Moise, the regional division head for the Southwest region, is a graduate of the Combined Armed Services Military Academy, EMIA. He is of the Rudolph Douala Mangabel badge and the holder of the Junior Staff Certificate. Before his appointment, was serving as bureau head
at the 2nd Joint Military Region in Douala. In the same line, Colonel Hakasu Paul, the Regional Division Head for the Littoral Region, is also a graduate of the same batch from EMIA as Colonel Fosso and also a holder of the Junior Staff Certificate. Unlike the two, the Yaoundé Regional Division Head Colonel Akono Vondobil is from the Martin Paul Samba batch of EMIA, a holder of the Senior Command and Staff Certificate from the Nigerian Armed Forces and Staff College, JAGI, and has also a master's degree in International Affairs and Strategic Studies in the Department of Political Science and Defense Studies of the Nigerian Defense Academy, NDA, Kaduna. After the end of each installation, the Secretary of State, in his address to the press, said the most important and pressing expectation from the regional division heads is to carry out the census on the ex-servicemen and war victims in their different regions. C'est donc le colonel Akono Mpondobil qui est dorénavant aux commandes de la division régionale du secrétariat d'État à la défense chargée des anciens combattants et victimes de guerre du centre. D'une installation l'autre, transportons-nous à présent du côté de la brigade du quartier général pour les prises de fonction de 5 commandants de bataillon récemment nommés dans cette formation. Le compte rendu du premier maître Lucien Niébélé-Bolo. Il était 10 heures mardi dernier lorsque le colonel Melingui Nouma Donatien, commandant la brigade du quartier général, faisait son entrée dans la place d'armes pour présider la cérémonie d'installation des 6 commandants des bataillons récemment nommés par arrêté présidentiel le 16 septembre 2013. Il s'agit du lieutenant-colonel Longcha Dentou Emmanuel, commandant du bataillon de commandement et de soutien, du lieutenant-colonel Ekembe Samuel, commandant du bataillon d'appui, du lieutenant-colonel Nchamba Mengele Jacques Olivier, commandant le 1er bataillon d'intervention, du lieutenant-colonel Kenvi Ngande Guillaume, commandant le 2e bataillon d'intervention, du chef de bataillon Bahana Chogo Jacques Alain, commandant le bataillon honneur et protection, et du chef de bataillon Ekoman André, commandant le 3e bataillon d'intervention. À tous, il a été rappelé que la brigade du quartier général est une formation opérationnelle qui a pour mission principale d'assurer la protection et la défense de la capitale, de ses environs et des points relevant de sa zone de responsabilité, à l'exception de ceux confiés aux unités de la garde présidentielle. Pour remplir cette mission, le colonel Melingui Nouma, commandant la brigade du quartier général, a prescrit aux promus 4 modes opératoires. Vous devrez axer vos efforts sur 4 centres de gravité, à savoir maîtriser les effectifs de vos formations respectives, j'entends par là vos situations de prise d'armes journalières. Mettre un accent particulier sur l'entraînement et l'instruction de vos hommes, gage de leur succès dans les missions futures qui les attendent. Combattre sans relâche l'indiscipline au sein de la troupe que vous commandez, susciter l'émulation et une parfaite cohésion entre les formations de la brigade du quartier général. Enfin, lutter sans faiblesse contre les comportements pervers qui détournent le personnel des forces de défense de leur mission et hypothèquent le lien entre l'armée et la nation. Comptant sur leur jeunesse et leur expérience, à tout qu'ils doivent capitaliser pour mener à bien les missions qui leur seront confiées, pour que nul n'en ignore le combat QG le leur précise. Mesdames, Messieurs les officiers promus, votre jeunesse, votre connaissance de la ville de Yaoundé, votre expérience constitue, j'en suis certain, un des atouts qui vous permettront de mieux accomplir les missions qui vous seront confiées. Faites bénéficier la brigade qui en aura grand besoin, car la brigade du quartier général ne sera pas un refuge où certains viendraient préparer leur retraite. Elle sera une structure essentiellement opérationnelle. Faisons de cette brigade et de Yaoundé en entier un bastion imprenable. The commander of the Headquarters Brigade, Colonel Melingui Nouma Donatien, has called on newly appointed officers under his command to be diligent and hardworking for the well-being of the Cameroon Defense Forces in general and the Headquarters Brigade in particular. He was speaking last Tuesday at the ceremonial ground of the Headquarters Brigade while installing the officers into their functions. Marshal de Logis Chef Emmanuel Tata Wolowa attended the ceremony and brought back the following report. There were all 6 senior officers, that is, 4 lieutenant colonels and 2 majors, who took over the baton of command at the helm of units implanted in the Headquarters Brigade in the ceremony heavily attended by a cross-section of military personnel, family members, friends and well-wishers. During the brief but symbolic event, the commander of the Headquarters Brigade, Colonel Melingui Nouma Donatien, challenged the 6 officers to be diligent and devoted in the execution of their duties.
He as well urged them to seize the opportunity of the pride of place given them by the High Command so as to meet up with the daunting task that awaits them. The commander of the headquarters brigade didn't go by without defining their missions, which needs to be executed not only with honor and loyalty, but also with faith and determination. That is, ensuring the defense and security in the city of Yaoundé, its environs and the protection of Republican institutions, while at the same time working in close collaboration with elements of the Presidential Guard. In all, Colonel Melingi reminded the officers to make the headquarters brigade a structure strictly operational and not a place to prepare their retirement. The 6 senior officers who were appointed following a presidential decree signed on September 16 include Lieutenant Colonel Chama Megele Jacques Olivier, commander of the 1st Intervention Battalion, Lieutenant Colonel Kimvin Gange Guillaume, commander of the 2nd Intervention Battalion, Lieutenant Colonel Ekem Samuel, commander of the Support Battalion, Lieutenant Colonel Loncha Dento Emmanuel, commander of the Command and Support Battalion, Major Ekuman Andre, commander of the 3rd Intervention Battalion, and Major Bahanan Togo Jean Allen, commander of the Battalion of Honor and Protection. It should be recalled that the President of the Republic, commander of the Armed Forces, signed series of decrees on July 22nd this year, reorganizing and restructuring formations and units of the Command Defense Forces, of which the Headquarters Brigade wasn't an exception. Semaine camerounaise de lutte contre le VIH-Sida, l'armée s'est déployée. Des campagnes de dépistage gratuits et de sensibilisation contre les méfaits du fléau ont été organisées dans nos casernes, notamment à l'infirmerie du Corps national de sapeurs-pompiers et à l'entrée de la brigade du quartier général pour ce qui est de Yaoundé. La femme était le centre de gravité des opérations de cette édition, compte tenu de sa nature de procréatrice, induisant de réels risques de transmission de la mère à l'enfant. Les échos d'une activité civilo-militaire ayant drainé plus de 600 participants, c'est avec le second maître Estelle Gisèle Yonke. Ils étaient nombreux ce jeudi, les militaires et civils qui ont pris part à la vaste campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida tenue à l'entrée principale de la brigade du quartier général. Pour l'occasion, 3 tentes ont été dressées suivant un programme déterminé pour le bon déroulement des activités. Il était question de prime abord, d'informer et de préparer psychologiquement chacun à son résultat à travers un pré-counseling effectué par des infirmières qualifiées. Ici, un accent particulier est mis sur les femmes avec pour objectif d'éradiquer totalement la transmission de la mère à l'enfant. Ensuite, des prélèvements sanguins à résultat rapide d'un délai d'1 heure, pour être plus précis, ont été effectués pour dépister l'hypertension, le diabète ainsi que le VIH-Sida. En ce qui concerne le dépistage du sida, après l'étape du pré-counseling, les participants se dirigeaient vers le bureau d'enregistrement au sein duquel des questions leur étaient posées. Les réponses inscrites dans un registre, un code identifiant est remis au patient pour conserver son anonymat. Une disposition qui a grandement participé à mettre en confiance les uns et les autres. C'est donc dans une ambiance très détendue que chaque participant s'est adonné à cette aventure. In view of the commemoration of World AIDS Day come December 1, 2013, the 1st Health Military Region and the 1st Health Military Sector in collaboration with partner organizations on November 28, 2013, organized a sensitization campaign against HIV/AIDS as part of activities of the World AIDS Week. The campaign, that was organized under the patronage of the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, carried the theme, Our Defense Forces and Families Together Towards an AIDS-Free Generation. Marshal Chef Yvonne Asongalem Alem was part of the campaign and now reports. The sensitization campaign focused on zero infection, zero discrimination, and zero transmission of HIV and AIDS for an AIDS-free generation. The prevention from mother-to-child transmission also constituted the main ideas inculcated into the soldiers. This was not all. At the arrival of a soldier or a civilian at the campaign ground that was at the main entrance into the headquarters brigade, they were ushered first into the pre-counseling booth where they were counseled on what HIV/AIDS is all about and the need to know their HIV status. C'est vraiment important qu'on dise à toutes les femmes enceintes de se faire dépister au début de la grossesse, à la fin de la grossesse, parce qu'on veut faire tout pour que les enfants ne naissent plus avec le VIH. Pourquoi? Parce que quand une femme est infectée, elle est enceinte, on peut la prendre en charge pour qu'elle ait un enfant
négatif. C'est-à-dire on la met sous traitement. La 14e semaine, elle prend déjà le médicament jusqu'à ce qu'elle accouche. Et cette femme allait maintenant, c'est-à-dire elle peut allaiter jusqu'à 12 mois parce qu'elle est sur antirétroviraux. From the pre-counseling booth, the soldiers are oriented to the registration booth. Here, they are interrogated about their status, health, and are given a code number that acts as their identification paper. 00015. Sexe masculin. Âge 45 ans. Contact téléphonique 75 11 89 40. Vous habitez quel quartier? Carrefour de Carreau. Vous êtes marié, célibataire, divorcé? Je suis marié depuis 22 ans. Votre niveau scolaire? Secondaire. Militaire? Affirmatif. Et vous arrivez de faire un test auparavant? Il y a de cela un mois. Next, they moved to the sample collection booth, where their blood samples were collected for proper free diabetes and HIV/AIDS screening. Results were handed at the post-counseling booth some minutes after. Ici, là, c'est le prélèvement. On prélève les patients pour le dépistage, on envoie au laboratoire. Les gens vont d'abord au counseling. Pour le conseil, on les envoie à l'enregistrement. Après l'enregistrement, on les donne les bouts de papier avec des codes. Après, ils se dirigent au niveau du prélèvement. Ils partent pour le numéro. On enregistre le code de la personne dans le tube. On les envoie donc pour qu'on les prélève. For those tested positive, a CD4 test is conducted free of charge, and they are counseled on how to take the drugs and how to live a healthy lifestyle. Dr. Colonel Mudi Ngole Mirel is the coordinator of the campaign. She brings out some of the peculiarities of this year's campaign and why they also carried out the free screening in diabetes and hypertension. This particular campaign is specific for the emphasis on women. We want women to pay attention to not transmitting virus to their children when they are positive. We want women to stay negative when they are HIV negative. So we have messages meant for all women of childbearing age. The ones who are HIV negative should come to the campaign to have counseling on how to stay negative, and the ones who are infected by the virus should be counseled on how to be healthy and not to transmit virus to their children if you want to bear children. We want women to know that they can, even if they are HIV negative, they can have HIV-free children. The staff in the military is mostly male, but males have sexual relationship with females. So targeting women is the goal. So we still want to have the message out and tell those men to bring their female counterparts, their partners, their spouses, transmit the messages to them. There is no direct connection between HIV and diabetes or HIV and high blood pressure, but HIV people are just like you and I. HIV infected persons can have diabetes, they can have high blood pressure, and high blood pressure are chronic disease just like HIV that are really prevalent in our community. It's also important to sensitize people, and especially the Defense Forces staff, in diabetes and high blood pressure. All those three diseases contribute to decrease the performances and the active work in the military and gendarmerie. Some of the soldiers expressed their gratitude after conducting their HIV/AIDS test. Je suis l'adjudant Miem Jean Flaubert, en service à la base aérienne de Yaoundé. Je suis tellement content parce que le ministre a pensé à nous. Il y a eu un message qui nous a parvenu que nous devons venir faire les tests de sida, le diabète et la tension. Vous savez qu'ailleurs, ce sont des choses qui se font payer. Mais nous remercions vraiment l'armée parce que l'armée a disposé des moyens afin que nous puissions vraiment faire ces visites parce que avec la charge de la famille, c'est pas souvent facile ailleurs. The campaign that has been organized under the patronage of the Defense Minister is commemorated under the theme Our Defense Forces and Families Together Towards an AIDS-Free Generation. Dans la bataille acharnée qu'elle livre au VIH-Sida, l'armée camerounaise bénéficie de l'appui de nombreux partenaires, à l'instar de l'Association camerounaise pour le marketing social, ACMS, du Global Viral Forecast Initiative, de la Clinton Foundation, de l'Association des femmes africaines face au sida et du département de la défense des États-Unis d'Amérique. Autant d'organismes et bien d'autres dont le concours permet de cerner la pandémie sous tous ses angles.
Écoutons quelques-uns de nos partenaires s'exprimer sur leur rapport. Je suis M. Ubald Tamoufé, je suis le directeur régional de l'ONG américaine Global Varal, qui est basée au sein du Centre de recherche pour la santé des armées, le CRESA. Et nous sommes installés dans ce centre des armées depuis 13 ans, depuis l'année 2000. Et notre mission, entre autres, concernant le VIH dans les forces de défense, c'est d'accompagner les forces de défense dans la sous-région d'Afrique centrale dans la lutte contre le VIH-Sida. Et particulièrement pour le Cameroun, nous assistons la direction de la santé militaire et le point focal de lutte contre le VIH-Sida dans les forces de défense pour essayer de rechercher des appuis financiers et aussi des appuis techniques pour organiser les activités de péréducation dans les différentes unités et aussi des activités de dépistage volontaire, des activités de prévention du VIH de la mère à l'enfant au niveau des hôpitaux militaires. Dr. Dion Gute Grace is in charge of HIV/AIDS at the American Embassy in Cameroon. She works for the Department of Defense, which has been supporting the Cameroon military since 2006 in various programs, and since 2012, the Cameroon military became eligible for the President Emergency Fund for the fight against HIV/AIDS. She was part of the campaign team, and she now briefly explains on the support offered by the project to the Cameroon military. Since 2012, the Cameroon Armed Forces became one of the PEPFAR projects. PEPFAR is the President's Emergency for Fight Against HIV and AIDS, initiated by President Bush in the year 2003. And since 2012, Cameroon Armed Forces became eligible for funds. Our areas of interventions in the military is prevent new transmissions by communication for behavior change, by trying to talk about fidelity, abstinence, and if you really can't abstain, continuous and correct use of the condom. And for the youth, the young military who are not married, if you can stay without having sex until marriage, that is our message. And for those who are married, be faithful to your partner. And if you want to have a side issue, please always use your condom. And now, for those women who are pregnant, we do a lot on mother-to-child transmission prevention, and that is one of our new areas of intervention in the next coming years. PEPFAR, with DoD funds, is going to help the Cameroon military to reduce mother-to-child transmission in children that are born of military families and families that are in the neighboring sites. We work in blood safety, make sure that no military personnel is transfused with infected blood. We do what they call lab system strengthening to make sure that the results you're going to have today are really reliable results. We make sure once you are tested, you get into care and treatment. And we do what we call health system information strengthening. As we are working here today, we want to get all the information. At the end of today, PEPFAR all over the world can say on this day, all over the world, in the military, this amount of people were tested in Cameroon, in Gabon, in the 43 countries that are sustained. Nous rentrons à présent dans les activités de nos formations, avec pour commencer la sortie de terrain que vient d'effectuer le bataillon de commandement et de soutien numéro 2 dans les environs de Douala. The army and its battalions must be operational if it is to surmount the perils that may threaten the nation. In order to carry out the missions assigned it, the various components of battalions must have the training and means to be operational. This training involves instructions in civics, military science and physical training, periodically tested by checks and examinations, in a continuous bid to live up to expectation of the High Command and in line with the execution of yearly directives on training. The 2nd Command and Support Battalion was on the field around the Nyamsuki shooting range in the locality of Ngoma on the Douala-Yabasi Highway. During the expedition, the battalion was involved, among others, in a 21-kilometer walk, 8 kilometers march commando and shooting with automatic pistols and rifles. Le colonel Tomaccio, notre correspondant régional, était de cet exercice de terrain effectué par le BCS-2. Voici son relais.
Amis auditeurs d'Honneur et Fidélité, bon après-midi. Dans le cadre de l'exécution de la directive annuelle sur l'instruction, le bataillon de commandement et de soutien numéro 2 était en sortie terrain du 19 au 22 novembre 2013. Cette nomadisation s'est déroulée dans la zone du champ de tir de Nyamsuki et dans la localité de Ngoma, au PK24, sur l'axe Douala-Yabassi. Particulièrement meublé et fort intéressant, ce séjour en campagne a intégré les activités ci-après. Une marche d'approche d'une vingtaine de kilomètres allant du camp de la Valeur au champ de tir. Une marche commando de 8 kilomètres sur zone. Une séance de tir au pistolet automatique, au fusil et au falot. Une séance d'instruction dont le galop d'essai a porté sur la recherche de l'ennemi sur un axe, la réduction d'une résistance isolée et l'embuscade. Afin de joindre l'utile à l'agréable, une rencontre de football entre deux équipes du bataillon. Il convient de relever que cette activité majeure s'inscrivait dans le cadre de la poursuite de la mise en condition des hommes, du perfectionnement du réflexe du combattant, de l'accoutumance à la vie en campagne et du renforcement de l'esprit de cohésion. Pour cette nomadisation très éprouvante, mais fort enrichissante, le colonel Tanguy Charles, commandant le bataillon de commandement et de soutien numéro 2 et ses hommes ont bivouaqué au foyer Saint-Nicodème au village Ngoma. Le 22 novembre, tout était terminé et il ne restait plus aux militaires que de remettre le cap inverse aux grandes dames des 14 pensionnaires du foyer Saint-Nicodème, leurs hôtes de 4 jours qui auraient sûrement souhaité les avoir pour plus longtemps. De Douala, pour Honneur et Fidélité, colonel Thomas Chio. Soldiers of the artillery shall, as from December 4 to the 6th, be engaged in activities to commemorate Saint Barbé, the matron of artillery. The commemoration will include a sports walk, a football competition, cultural activities, an open door day, and a gala. Installation, port de galon, levée des couleurs, tout est question de tradition dans l'armée, notamment la tradition de la fête faite au saint patron de nos armes, tel Saint-Michel, patron des parachutistes, Saint-Gabriel, patron des transmetteurs, Saint-Georges, patron de l'arme blindée cavalerie, et voici la Sainte Barbe, grande patronne protectrice des artilleurs. Une fête en son honneur sera organisée du 4 au 6 décembre prochain au régiment d'artillerie Sol-Sol à Nkonsamba. Pour mieux nous en parler, nous recevons sur ce plateau le lieutenant-colonel Louis Onambele, chef d'état-major du régiment d'artillerie Sol-Sol. Bonjour mon colonel, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes là pour nous parler de la Sainte Barbe, sainte patronne de l'artillerie. Nous allons commencer par le commencement en faisant connaissance avec cette arme. C'est quoi l'artillerie? Bien, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez là d'en parler. L'artillerie, comme vous le savez, c'est une arme de l'armée de terre. Elle vient en appui aux forces de défense dans le cadre de la fourniture des feux et du renseignement sur le champ de bataille. Fourniture de feu, en termes plus clairs pour nos auditeurs. Elle est chargée de délivrer les feux sous coup préavis et participer par le feu au combat avec les unités de contact. Également, elle est chargée de délivrer les feux dans la profondeur, de conquérir la supériorité des feux, participer à la bataille dans la profondeur en détruisant ou en neutralisant des objectifs. Également, nous nous appésantissons sur le volet du renseignement au champ de bataille. L'évolution de la situation sécuritaire autour de nous appelle une plus grande vigilance de notre part en tant que formation d'appui des forces de défense. Donc, au-delà de la célébration de la Sainte Barbe, c'est une occasion de prise de conscience et du rôle très important que l'artillerie doit jouer dans l'échiquier de la défense de notre territoire. Territoire national. Maintenant, la Sainte Barbe, une fête, une tradition, quelle est la symbolique que recouvre cette tradition? Alors la symbolique, si vous le permettez bien, je vais faire une brève historique pour dire que Sainte Barbe était une très belle et noble fille du IIIe siècle. Son père, Dioscorde, voulait donc la soustraire ou la mettre à l'abri des mondanités. C'est ainsi qu'il l'enfermera dans une tour. Elle va s'en échapper et son père, pour la punir, décida donc de la décapiter. Au moment de passer à son forfait,
une foudre va frapper son père. L'autre terreur après la foudre, Exactement. c'est le slogan de l'artillerie. Exactement. Maintenant, toute une semaine d'activités du 4 au 6 décembre, en quoi vont consister ces activités? Le programme des activités va s'étaler sur 3 jours. Dans le mercredi 4 décembre, nous allons commencer par l'ouverture des activités avec la marche sportive qui sera bien sûr suivie de la demi-finale de football. Et l'après-midi, nous allons faire des activités culturelles liées aux traditions de l'arme. Ensuite, le jeudi 5 décembre, les finales sportives d'athlétisme et de sport collectif suivront donc les journées portes ouvertes. L'occasion sera donnée au grand public de venir un peu découvrir ce que nous faisons. Enfin, le vendredi, ce sera la clôture des activités avec en apothéose la soirée de gala. Lieutenant-colonel Louis Onambélé, si je vous disais par Sainte-Barbe... Vive la bombarde. Merci d'être venu et bonne fête de la Sainte-Barbe. Je vous remercie et soyez les bienvenus. Le dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction. La coopération militaire camerounaise, dynamique et impact sur la sécurité nationale. C'est le titre du mémoire professionnel de Mpenya Honoré-Jean, travail rédigé et défendu devant jury en vue de l'obtention d'un master en stratégie, défense, sécurité, gestion des conflits et des catastrophes au Centre de recherche d'études politiques et stratégiques, domicilié à l'Université de Yaoundé 2 SOA. Dans l'œuvre qui traite des constantes, des variables, des atouts et lacunes de la coopération militaire de notre pays au cours de son évolution, le défenseur prône une universalité devant déboucher sur une maîtrise des capacités matérielles et intellectuelles permettant de forger une identité de la pensée militaire camerounaise. Mpenya Honoré-Jean est notre invité. Bonjour. Bonjour, mon adjudant-chef. Merci de répondre à notre invitation. Ainsi, vous venez de défendre votre ouvrage en vue de l'obtention d'un master en sécurité et défense stratégie. Ouvrage intitulé « La coopération militaire camerounaise, dynamique et impact sur la sécurité nationale ». Commençons par le début, en faisant un état des lieux. Quel est celui de la coopération camerounaise en ce moment? Quel est le constat que vous aurez fait? Mon agent-chef, certainement tout le monde est témoin comme moi de la vitalité actuelle de la coopération militaire camerounaise, dans la mesure où on remarque un intense balai diplomatique dans les milieux militaires camerounais. On voit des personnes qui viennent d'autres États et qui ont but de préparer le terrain pour un partenariat entre leur pays et le nôtre, ou alors pour continuer ce qui a déjà été commencé depuis quelques années pour renforcer les capacités des forces de défense nationale. Le second volet de votre titre parle de l'impact sur la sécurité nationale. Quelle est la relation entre une coopération militaire florissante, dynamique telle que vous venez de le dire, et l'impact justement sur la sécurité nationale, étant donné que c'est un sujet d'une brûlante actualité ici chez nous? Mon agent-chef, nous nous situons dans la logique de l'État comme une entité vivante. Et comme tout être vivant, l'un des tout premiers besoins pour l'État, c'est d'assurer sa sécurité, d'être sécurisé et de se sécuriser. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu établir un lien entre la coopération que cet État entretient avec les entités de même type, c'est-à-dire les autres États, et la sécurité sur le territoire national. Est-ce qu'il y a une relation directe entre notre capacité à sécuriser notre territoire, nos personnes et nos biens et l'état de la coopération que nous entretenons avec d'autres puissances? Oui, simplement parce que j'ai voulu évoquer le contrat social qu'a évoqué Jean-Jacques Rousseau par rapport à l'état de nature de l'individu. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'État étant une entité vivante et constituée d'individus qui cèdent une partie de leur liberté, si vous voulez, pour le bien commun, l'État de même, avec les entités de même nature, peut céder une partie de ses compétences, de sa souveraineté pour réaliser certains objectifs. Voilà, au tout début de votre travail, vous avez semblé remettre en question la pertinence des accords de défense qui nous lient à certaines puissances depuis bien avant les indépendances ou alors depuis les indépendances. Selon vous, ces accords de défense n'auraient pas eu la portée à laquelle on aurait dû s'attendre ou alors, pour ne pas dire qu'ils sont aujourd'hui inadaptés?
Mon adjudant-chef, nous ne réinventons pas la roue en disant que les accords de défense d'origine étaient conçus sur une certaine base que l'on peut, sans vouloir exagérer, dire qu'ils étaient inégalitaires. Mais avec la progression, la maturation des institutions au niveau national et spécifiquement celles relatives à la défense, l'État camerounais a revu sa posture par rapport à ces accords. Le résultat, c'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui dans le déploiement des forces de défense et les différentes activités qui sont traitées, abordées sur un caractère beaucoup plus égalitaire. Mais est-ce que les accords de défense n'étaient pas une forme de mainmise tutélaire sur notre sécurité? Parce qu'on se rend compte, plus de 50 ans après, et vous le relevez, que nos armées apparemment ne sont pas toutes logées à la même enseigne quant à la capacité d'assurer la sécurité, quant à leur capacité à remplir les missions qui sont les leurs. Il faut le dire, mon adjudant-chef, les conditions de départ étaient des conditions de tutelle. Ça veut dire que nos États, du moins pour la compréhension, l'entendement moderne du terme État, elles étaient dans un processus de création, de mise en place. Elles avaient besoin d'être tenues par la main. Et les États qui se formaient ainsi n'avaient pas véritablement la capacité de se sécuriser de façon personnelle. Ils avaient donc besoin des États qui avaient contribué à leur mise en place. D'un parrainage. Pour se former, pour mûrir. Aujourd'hui, la situation, elle a véritablement changé. Et ces États, nos États, sont de plus en plus capables de prendre en charge une bonne partie des domaines qui sont de leurs compétences. Vous avez aussi parlé d'un manque de savoir-faire qui puisse être déployé. Ça, c'est l'expression que vous utilisez. Quels sont les savoir-faire, en l'occurrence, que le Cameroun peut déployer ou alors dont le Cameroun a le plus besoin aujourd'hui? Nous l'avons signalé, les savoir-faire, il faut partir d'un constat de départ. Le Cameroun a engagé une démarche d'autonomisation dans la formation de ses personnels qui est suffisamment remarquable. Mais le niveau actuel ne nous permet pas encore d'être entièrement autonome. Il y a certaines spécialités, par exemple, que nous ne pouvons pas encore obtenir sur le territoire national. Prenons un exemple, des pilotes de chasse, ils sont formés à l'étranger. Les navigateurs, etc., sont formés à l'étranger. Je ne parle pas des produits, des pièces d'armement, d'ingénierie diverses qui sont employées par nos forces de défense. Dans ce cas, pourquoi incriminer les accords de défense? Parce que les métiers auxquels vous faites allusion là sont plutôt des métiers de science pure, de recherche pure, qui peut être initié ici et non pas seulement acheté auprès des partenaires étrangers. Et effectivement, si on peut parler des accords de défense, il est vrai, c'est pas tellement le centre de notre travail, mais ça en fait partie. Les accords de défense n'ont pas, comme d'ailleurs beaucoup d'autres accords, permis un véritable accès de nos États à la technologie qui puisse nous permettre d'être entièrement autonomes. Il est donc question pour nos États de développer des capacités autonomes de production sur le plan militaire. En parlant d'une autonomisation, vous faites un peu allusion au rapport de force entre les partenaires. Est-ce qu'il est possible, si déjà ça ne l'a pas été par le passé, est-ce qu'aujourd'hui il est possible de ramener ce rapport de force entre partenaires à un certain niveau d'équilibre? Il faut le dire également, rien n'est donné. Il s'agit de conquérir ce que l'on n'a pas en respectant les principes de la légalité internationale. Il faut également dire que nos institutions doivent s'appuyer sur ce qu'il y a de plus précieux, l'homme. Les capacités immatérielles de nos forces de défense doivent être mises à profit. Ces capacités immatérielles, nous voulons parler par là de l'intelligence, de l'ingéniosité, de la capacité de réflexion qui donne naissance à ce que l'on peut toucher, à ce que l'on peut utiliser sur le plan matériel. Une fois de plus, est-ce qu'il ne faudrait donc pas recentrer les missions de la coopération militaire qui, entre autres, sont de collecter par tous les moyens licites l'information auprès des puissances étrangères? Est-ce qu'il ne faudrait pas y inclure un volet recherche scientifique, un volet transfert des technologies d'une façon explicite?
Nous pensons que l'organisation actuelle ou alors les textes qui déterminent le fonctionnement de notre diplomatie militaire incluent de façon induite ce volet dans l'activité de nos ambassadeurs militaires. Seulement, il s'agit de mettre sur le plan pratique également les mécanismes en place, les mécanismes qui vont permettre de matérialiser cette production. Mais cela doit faire l'objet d'une réflexion plus profonde, plus élargie. Je voudrais, pour garder toute la modestie, dire que nous ne sommes pas les premiers à réfléchir dans ce domaine. Nous avons d'illustres aînés qui réfléchissent, qui mènent la réflexion sur le plan stratégique à l'intérieur même des forces de défense et dans les autres milieux, les milieux académiques en particulier. Nous voulons simplement apporter notre pierre à cet édifice. À cet édifice. Toujours dans votre travail, vous parlez d'une identité militaire camerounaise qui se doit d'être initiée et construite. Qu'est-ce que vous entendez par là? Nous avons remarqué, c'est une vérité historique, que nos forces de défense sont constituées sur la base de savoir-faire, de cultures militaires qui sont acquises à partir de différents horizons. Ils sont nos officiers, entre autres, sont formés dans différentes grandes écoles dans le monde. Et parler donc de formation signifie également de culture, si vous voulez, d'origine de notre philosophie militaire. Nous parlons donc de culture stratégique. Il est question que comme on peut distinguer un militaire américain, français ou chinois sur le champ ou dans sa façon de réfléchir ou de faire la guerre, que de même les forces de défense camerounaises puissent réfléchir à une marque distinctive du militaire camerounais. Je parle de l'esprit, de la philosophie de la guerre. Je voudrais relever que l'esprit camerounais, sur le plan général, est un esprit pacifique. Notre devise nationale énonce comme premier élément d'un triptyque la paix. Cependant, les latins disent qui veut la paix prépare la guerre. Les latins antiques l'ont dit. Civis pacem para bellum. Voilà. Et si donc nous voulons préserver la paix, il est nécessaire que nous puissions préparer la guerre, mais à notre façon. Tout en s'ouvrant sur le monde, parce qu'il est question maintenant de globalisation, de mondialisation, et c'est certainement pour cela que nous envoyons nos officiers, nos personnels dans les académies étrangères pour voir ce qui s'y fait de mieux et peut-être concevoir à partir de là une pensée militaire camerounaise. Bien évidemment, mon adjudant-chef, le personnel central de l'aventure ambiguë que vous connaissez si bien, se faisait dire que les jeunes devaient apprendre à lier le bois au bois. Il s'agit pour le militaire camerounais de mettre en valeur les différentes cultures qu'il a pu acquérir et de cette culture hybride née de la diversité des formations produire quelque chose qui soit spécifique. Parce que les Canadiens, par exemple, ils sont bilingues comme nous, mais ils ont une culture militaire spécifiquement canadienne. Le bilinguisme, pour nous, n'est pas une identité distincte ou spécifiquement camerounaise. La spécificité doit venir de l'État ou de la culture d'origine, parce que avant les armées modernes, il y a eu des armées traditionnelles, il y a eu des pratiques traditionnelles de la guerre. Et je pense que des recherches menées dans ce sens pourraient permettre d'intégrer dans le guerrier camerounais moderne quelque chose qui soit spécifiquement camerounais. Il y a une espèce de contradiction à vous entendre. Vous semblez approuver l'élargissement de l'horizon culturel, mais d'autre part, vous parlez d'un risque de dispersion et puis d'un autre côté d'une insuffisance de la prospective. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Il ne s'agit nullement d'une contradiction, mon adjudant-chef. Il s'agit de prendre les choses exactement comme elles doivent être, c'est-à-dire avec de la mesure. La prospective, nous l'avons entendu non pas au sens strict militaire qui voit la recherche du renseignement, etc., mais beaucoup plus loin dans une perception globale du monde. Donc, une prospection des différentes possibilités qui s'offrent aux forces de défense camerounaises dans le monde. Mais de cette diversité, faire une synthèse, choisir ce qu'il y a de meilleur pour le mettre à profit au sein des forces de défense camerounaises.
Donc, dispersion, ce serait se contenter d'étendre des tentacules un peu partout et en désordre. Sans rien concentrer qu'on adapterait à nos réalités. Là, nous vous comprenons. Et puis, vous parlez de décisions courageuses de la part de nos dirigeants qui devraient avoir justement ce courage de se libérer de certains liens. Ne parlons pas de liens coloniaux, mais parlons quand même de liens séculaires. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Quand on sait que nombre de dirigeants africains comme ça qui ont nourri des velléités d'émancipation vis-à-vis de certaines puissances ont connu des fins pas du tout glorieuses. Oui, la précision en vaut la peine, mon chef, pour dire que nos dirigeants ne doivent pas toujours recevoir la pierre parce que leur tâche n'est certainement pas facile. Ils doivent faire face à ce qu'on peut appeler les forces de résistance au changement. Il faut le reconnaître que nos relations d'origine avec nos partenaires étrangers ont établi des pratiques historiques. Et lorsque des pratiques sont instaurées, il est difficile de venir les bousculer. Oui, parce qu'aucun suzerain n'accepterait que son vassal renverse le rapport de force. Et maintenant, nous parlons de décisions courageuses de la part de nos chefs parce que il s'agit de faire preuve effectivement de bousculer des idées établies, de montrer que ils ne sont pas simplement à la recherche d'un positionnement, si vous voulez, éternel à la tête des institutions, mais qu'ils recherchent effectivement le bien de leur peuple. Ainsi donc, en prenant ces décisions, ils pourraient se mettre à dos des personnes ou des entités qui sont sur des postures contraires et qui ont des intérêts à défendre. Voilà. Ils doivent donc faire preuve davantage de courage. Je précise davantage parce que je crois nous avons déjà eu des exemples de décisions courageuses. Sinon, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Le Cameroun ne serait pas le Cameroun. Maintenant, nous allons sortir de cet entretien et je vous laisse l'honneur de la conclusion d'un résumé synthétique de votre travail qui vous a, disons-le, valu... Une note de 18,5 sur 20. Mention excellente. Mention excellente. Avec des encouragements du jury à poursuivre des recherches. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. Le mot de la fin. Nous avons voulu, apporter notre pierre en matière d'aide à la décision dans cette réflexion à la fois d'ordre académique et professionnel. Nous avons porté notre regard sur les rapports que nous avons avec l'autre, si vous voulez, l'étranger. Et nous avons pu, dans notre travail, résumer l'apport très important de la coopération militaire à la construction des forces de défense camerounaises et à leur montée en puissance. Nous avons également voulu montrer l'acuité du regard du commandement camerounais en ce que une nouvelle cartographie de la diplomatie militaire camerounaise a été établie par les derniers textes en élargissant le regard des forces de défense camerounaises sur pratiquement le monde entier. Sur tous les continents. Voilà. Ensuite, nous avons voulu que cet engagement, cette montée en puissance puisse garder un regard attentif sur les écueils que comportent les relations internationales en tant que terrain d'échange et de frottement entre des intérêts divers, parce qu'il s'agit bien de ça, des intérêts. Le général de Gaulle a dit que les États n'avaient pas d'amis, mais des intérêts. À défendre, à conquérir. Dans le sens de ces intérêts, donc, nous avons voulu relever que les forces de défense camerounaises devraient davantage investir dans leur capital immatériel, c'est-à-dire l'intelligence et l'ingéniosité, mais également dans la mise en place de structures de production qui, dans une moyenne échéance, pourraient les rendre plus autonomes, beaucoup plus autonomes. C'était cela la visée de ce travail où nous pensons modestement avoir pu dire ce que nous pensions. Et nous croyons que c'est une réflexion qui peut être étendue davantage. La coopération militaire camerounaise dynamique et impact sur la sécurité nationale is the theme of the dissertation presented and defended by Mr. Mpenya Honoré Jean at the Centre de recherche d'études politiques
a strategy CREPS of the University of Yaoundé Toussoua. According to Mr. Mpenya Honoré Jean, it appears that the Cameroon military cooperation has certainly brought a lot in the effectiveness of the defense of Cameroon, but it however faces great challenges to contribute its best to national security. These challenges, he says, come through some series of problems ranging from the strategic orientation to the functional organization. The scholar says solutions to problems of the Cameroon military cooperation could first come through an increase in the quality and then in the number of human resources allocated for the cooperation task, which means the training of a good number of personnel in domains like international relations strategies, economic intelligence, and others. He further states that a national dynamic should be launched under the presidency of the Republic for a national strategic plan with the contribution of the main ministerial departments viewing the development of national abilities to produce programs and items for the national security in a short period. Such a plan, he says, should include a great part of collaboration with public universities and researchers through special posts and programs controlled and financed by the Defense Department. This national global strategic plan is urgent given the fact that security issues are now escaping from the sole control of the military and involving other sections. Mr. Mpenya Honoré Jean concludes by saying that paying attention to these details is more an obligation for the state as the national security is at stake. Mpenya Honoré Jean, merci pour ces éclaircissements, merci pour cette vision qui incite à la réflexion et à l'action. Sur ce, Honneur et Fidélité vous remercie pour votre disponibilité. Nous vous remercions, mon agent-chef. C'était un plaisir et un honneur d'être reçu à cette émission. Merci. Fraternité d'armes. Fraternité d'armes. Fraternité d'armes avec pour commencer ce message du chef d'état-major des armées qui fixe le début des stages CAT1 et CAT2 partie militaire des spécialités au 5 décembre 2013. À présent, le carnet des familles du second maître Estelle Gisèle Yonke. Bon après-midi, chers amis auditeurs. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. C'est le carnet de nos familles. Voici les avis des décès. Madame Veuve Ngongwem Élise, Henriette et les enfants ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur mari et père, l'adjudant retraité Balen Jean-Paul. La levée de corps aura lieu le vendredi 6 décembre 2013. Inhumation le 7 décembre dans son village natal à Leptom par Ngomo. Anniversaire. Le commandant Mvumalabo Dimi Pierre, en service à l'école de la logistique, et son épouse, le sergent-chef Waidoum Aminatou Yvonne, en service à la BEAG, ont l'immense joie d'annoncer à leurs parents, amis et connaissances le 3e anniversaire de leur fils Zwango Dimi Junior. Avec votre permission, Estelle Gisèle, cet anniversaire qui nous parvient à l'instant, il est du lieutenant Ngoulou Zé Lucien en service à la base aérienne 101 de Yaoundé qui a la joie d'annoncer à tous ses amis et connaissances qu'il a 1 an de plus demain dimanche 1er décembre 2013. Ladies and gentlemen, we are about calling it quits on today's magazine of Honor et Fidélité. Focus was on 2 main items, that is, the installation of newly appointed regional divisional delegates of the Secretariat of State in charge of ex-servicemen and war victims, and the sensitization campaign on HIV/AIDS that was organized by the 1st Military Health Region and the 1st Military Health Sector in collaboration with partner organizations to mark the commemoration of World AIDS Day come Sunday, December the 1st, 2013. Until next week, Saturday, have a great weekend. Bye-bye. 10e et dernière installation des chefs de division régionale du secrétariat d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Semaine camerounaise de la lutte contre le sida, l'engagement de l'armée, sortie terrain du 2e bataillon de commandement et de soutien et l'impact sur la sécurité nationale de la coopération militaire camerounaise. Ce sont là les sujets développés dans ce magazine qui s'achève. Nous avons goûté au plaisir de votre compagnie en ce samedi. Merci de nous revenir samedi. Donc, à samedi, et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Honneur et fidélité
édition 48 de l'an 2013. Stop F1. C'était Honneur et fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense camerounaises.